Merci beaucoup, Claire. Monsieur le président de Positive Planète, cher Jacques, monsieur le ministre des Affaires étrangères, cher Jean-Yves, et surtout, mesdames et messieurs, bonjour à tous. C'est vrai que j'ai ce titre ronflant qui regroupe pas mal de compétences, mais surtout dans quelques jours, parce que je sais que c'est à l'égard du G20 que vous vous tournez, je serai à Buenos Aires pour ce sommet du G20. Et donc, il est bon que vous fassiez des propositions avant que celui-ci puisse se dérouler dans un contexte qui sera assez compliqué tout de même. Et quand j'imagine la physionomie de la table du G20, je commence à voir plus de démocrates illibéraux que de démocrates issus d'une approche plus traditionnelle, car on retrouvera à la fois Xi Jinping, Vladimir Poutine, Donald Trump, M. Bolsonaro, le prince héritier d'Arabie Saoudite, M. Erdogan, mais on y verra aussi la chancelière allemande, le président français, la première ministre britannique, le premier ministre australien, le premier ministre canadien, l'Union européenne. Et il est très important dans ce contexte-là d'avoir des propositions qui soient des propositions progressistes pour les générations futures, précisément pour leur offrir une autre perspective qu'un univers replié où le nationalisme fait la loi. C'est la raison pour laquelle je salue aussi l'initiative lancée par Up for the Planet. Je sais que cette consultation citoyenne à dimension mondiale a permis de recueillir les idées de plus de 50 000 citoyens. C'est un bel exemple de démocratie participative transnationale. Je sais aussi qu'elle a abouti à l'élaboration de 20 propositions centrées autour de 3 thématiques: la protection de l'environnement, l'amélioration des conditions de vie et l'économie au service des générations futures. Et c'est sur cette dernière thématique que je voudrais réagir brièvement. Pendant des décennies, et d'ailleurs, est-ce que ça a complètement arrêté? Je n'en suis pas sûr. L'économie a été dominée par le court-termisme, par une financiarisation excessive et par une obsession du rendement immédiat. Et tout ça, au fond, derrière les phénomènes plus conjoncturels, c'est une des causes de la crise économique qui nous a frappés violemment en 2008, dont nous sommes maintenant sortis, mais dont les dégâts, les cicatrices continuent de marquer nos pays et nos territoires. Pendant près d'une décennie, nous avons dû consacrer notre énergie à relever, à renforcer nos économies. En quelque sorte, je dirais qu'avant de penser aux générations futures, notre priorité a sans doute été celle de sauver les générations d'aujourd'hui, voire les générations d'hier. Et forcément, ce trade-off a pu être nocif à la préparation de l'avenir. Cette période douloureuse de la crise est maintenant derrière nous, je le crois. La croissance économique est de retour. L'économie européenne, notamment, est beaucoup plus forte et beaucoup plus résiliente qu'elle le fut. Mais il faut tirer profit de cette période d'accalmie pour repenser profondément le mode de fonctionnement de nos économies. Et c'est un travail qui a été entamé par certains leaders. Il faut qu'il se traduise dans les actes et dans les propositions. Les déclarations d'intention échouent souvent à l'épreuve des faits. Et le risque est fort que nous laissions aux générations à venir, moi qui vous parle, je suis un tout jeune père de famille, donc j'y pense, des dettes multiformes, budgétaires, écologiques, sociales. Et c'est pourquoi il faut replacer et placer absolument l'intérêt des générations futures au cœur de nos actions et décisions. Je voudrais commencer par une considération qui peut paraître évidente, mais qui fait le lien avec, disons, ce que nous avons fait depuis le début de la crise, mais sur laquelle il faut tout de même insister, car c'est la condition de tout le reste. Pour développer effectivement une économie positive, il faut s'en donner les moyens. Et pour s'en donner les moyens, il faut les avoir. Il faut y consacrer une part importante de nos dépenses publiques. Et à ce titre-là, le retour à l'équilibre des finances publiques n'est pas qu'une règle abstraite, contraignante, ennuyeuse, c'est tout de même une prémisse nécessaire. Et la réduction de la dette publique est une prémisse nécessaire. Des pays qui s'endettent sont des pays qui s'appauvrissent et des pays qui sont incapables précisément de financer l'avenir et de préparer celui des générations futures. Comment investir dans des secteurs d'avenir si la marge de manœuvre est limitée, bouffée par les efforts de réduction de la dette? C'est une des problématiques dont nous parlons avec le gouvernement italien quotidiennement. Je n'ai pas l'obsession de punir je ne sais quel gouvernement populaire,
mais j'ai le souci qu'en Italie, on puisse mener des politiques publiques qui, précisément, se tournent vers l'avenir plutôt que de rembourser éternellement une dette qui s'accumule. Dans l'Union européenne, c'est chose presque faite, mais il faut que les pays européens passent des réformes qui coupent dans le court terme aux réformes qui préparent l'avenir. Au fond, pendant la crise, nous avons fait des réformes que j'appellerais 1.0, des réformes qui étaient sans doute nécessaires. Réformer les retraites, c'est indispensable. Réformer le marché du travail, ça peut faire mal, mais c'est indispensable. Mais on ne peut pas éternellement réformer les retraites et le marché du travail, en tout cas pas sur des considérations paramétriques. Je pense qu'une réforme des retraites plus fondamentale est effectivement nécessaire. Il faut passer à des réformes qui stimulent la croissance durable et qui poursuivent d'autres objectifs: le développement de l'éducation, le développement du capital humain, le renforcement de la formation initiale et continue, encore la lutte contre la corruption, pour n'en nommer que quelques-uns. Ce sont des priorités qu'on trouve justement dans les 20 propositions qui ont émergé de la consultation mondiale menée l'an dernier. Je voudrais m'arrêter sur 2 ou 3 d'entre elles que la Commission européenne essaye, elle aussi, de promouvoir. Première priorité absolue, c'est la formation. Elle doit être placée au cœur de notre modèle économique de demain. Ça fait des années, Jacques, que tu répètes ça. C'est la mère, c'est la clé de toutes les réformes. Le chômage des jeunes est un fléau qui continue de sévir en Europe, en France, mais aussi dans les pays moins développés et émergents. La révolution du numérique bouleverse toute une série d'activités. La plupart des métiers d'aujourd'hui n'existeront plus demain. Les métiers de demain n'existent pas encore. On doit s'y préparer. On doit permettre à chacun de développer ses compétences et de trouver sa juste place sur ce futur marché du travail. Et c'est une problématique dont nous nous efforçons de nous saisir. Je pense à la garantie pour la jeunesse, qui est un dispositif qui vise à assurer une transition en douceur entre les études et le monde du travail, à soutenir l'insertion professionnelle, à faire en sorte qu'aucun jeune ne soit laissé de côté. Il faudra que le prochain budget de l'Union européenne, vous savez que l'Union européenne vote ses budgets pour 7 ans, d'un coup 2020-2027, fasse de la jeunesse une priorité. Et je veux citer ici un chiffre qui recoupe, je le sais, la volonté du gouvernement français, c'est de doubler le budget du programme Erasmus, qui atteindrait 30 milliards d'euros, en multipliant les opportunités de mobilité de tous les jeunes Européens, en les aidant à améliorer leurs compétences, leur capacité d'insertion professionnelle. En faisant ça, d'ailleurs, on sera encore loin de l'Erasmus pour tous, qui doit être, je pense, la priorité de l'Europe dans les décennies à venir. Deuxième proposition sur laquelle je souhaitais réagir, c'est le fait qu'une économie au service des générations futures doit accélérer la transition énergétique vers une économie bas carbone. C'est un impératif de santé publique. Je ne dis pas ça en me mettant dans une conjoncture sur laquelle je n'ai qu'un regard forcément un peu plus lointain. Comme commissaire européen, la couleur de mon gilet est grise, naturellement. D'ailleurs, je n'en ai pas. Mais donc, c'est tout de même là une priorité absolue. On doit mettre un terme à la consommation à outrance d'énergie polluante. On doit évoluer vers une économie soucieuse de son empreinte environnementale. Et si nous ne faisons pas ça, alors pour le coup, l'avenir des générations futures sera compromis, comme la biodiversité finira par disparaître sur notre planète, comme l'ont montré des études récentes. La question du financement fait encore beaucoup de débats. Nous ne ferons pas plus d'écologie avec moins de moyens, il faut être clair. Il faut en priorité orienter les investissements publics et privés vers la réalisation d'objectifs climatiques pour produire, pour développer, pour donner accès aux énergies décarbonées. Alors, dans le budget de l'Union européenne pour 2020-2027, nous prévoyons d'augmenter de près de 60% le financement du programme LIFE, qui justement vise à soutenir les activités axées sur l'efficacité énergétique, les projets qui contribuent à promouvoir de bonnes pratiques en lien avec la protection de la nature et la biodiversité que j'évoquais, pour mettre en œuvre l'accord de Paris. Et nous, Européens, nous devons être très fiers de l'accord de Paris, dont nous sommes les premiers contributeurs. 50% des financements de l'accord de Paris viennent de l'Union européenne. Nous proposons qu'au moins 25% de l'intégralité des dépenses de l'Union contribuent aux objectifs climatiques. Pour finir, je ne suis pas là pour être long et on va dialoguer avec Christophe Ittier, je veux insister sur une dernière des propositions pour les générations futures qui iront au G20, celle qui vise à bâtir une fiscalité loyale, transparente et coordonnée. Le G20 est pour ça le bon réceptacle, je vous le dis, chers amis, car un des aspects les plus opérationnels des discussions au G20, c'est justement ça. C'est la fiscalité, c'est la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, pour la transparence fiscale.
dont j'ai fait une des priorités de mon mandat. Et en 4 années, on a fait des progrès absolument déterminants en la matière, que je ne veux pas énumérer ici. Mais on doit être absolument un leader mondial en la matière. Et si je ne dois citer qu'une mesure à prendre, c'est la nécessité absolue d'arriver à taxer enfin les géants du numérique. Je ne parle pas de la taxe GAFA, parce que ce n'est pas une taxe anti-américaine, pour qu'ils payent leur juste part de profit, là où justement ils réalisent de la valeur, d'impôts, là où ils réalisent des profits et de la valeur. C'est un combat que je mène au niveau international avec l'OCDE. Je crois beaucoup qu'on doit trouver une solution internationale à un problème qui est mondial. Mais attention, ça ne doit pas être une excuse pour que l'Europe se dérobe à l'impératif d'agir. Je pense que nous, les Européens, pardon, il n'y a pas que des Européens dans la salle, mais je parle comme Européens de cœur et d'action, nous devons être les premiers à proposer une taxe sur le numérique, mais aussi à réfléchir à l'avenir à une taxation des activités polluantes, à la promotion d'une politique énergétique européenne commune à travers une taxation de l'énergie, ou encore la régulation du secteur financier au moyen d'une taxe sur les transactions financières. Je viens de citer 3 taxes qui sont très ambitieuses, outre la taxe sur le numérique, qui posent un problème de décision majeur pour l'Union européenne, c'est qu'on ne fera pas d'avancées fiscales qui permettent de promouvoir des politiques pour les générations futures si on ne revient pas sur la règle de l'unanimité qui paralyse en vérité nos décisions. On peut prendre des décisions, des directives contre la fraude et l'évasion fiscale, j'en ai fait voter 14. Ça, ce sont des sujets qui parlent aux citoyens parce qu'un scandale, une directive. Mais on est sur des sujets beaucoup plus structurels. Là. Et sur le structurel, je constate que là, les États membres retrouvent très vite leur égoïsme et se cachent derrière la règle de l'unanimité ou derrière la souveraineté nationale pour ne pas avancer. L'Union européenne, s'il n'est pas capable d'avoir une forme de souveraineté fiscale et de faire des progrès en la matière, ne sera pas une puissance. Or, dans ce monde, elle est condamnée à la puissance. Voilà ce que je vais vous dire. Je pense que pour qu'elle devienne réalité, l'économie positive doit être universelle, doit être opérationnelle, elle doit être soutenue par un mouvement mondial. C'est donc une bonne chose que vous alliez porter vos revendications et ces propositions concrètes au G20. Je retrouverai avec plaisir plusieurs d'entre vous aux ARS et je souhaite et j'espère qu'elles inspireront les leaders mondiaux dans un contexte politique qui quand même est un peu compliqué, mais ce n'est pas une raison pour ne pas entreprendre. Je dirais au contraire que c'est le moment de proposer des politiques de progrès pour les générations futures. Merci de votre attention et je vous souhaite des échanges riches et fructueux au cours de ces 2 prochains jours.